Ah bon, est-ce que Pierre Savaton nous entend? Pierre? Bon, ah, très bien. Et, merci. D'abord, je suis désolé d'être arrivé un peu après la bataille du Conseil. J'ai eu un problème technique ce matin, mais je suis là pour l'Assemblée générale et je vous souhaite la bienvenue à tous pour la 45e Assemblée générale annuelle du COFRIGEO et puis cet après-midi pour une séance, la 136e réunion de notre association. Donc, par vents et marées, contre vents et marées, nous réussissons tout de même à nous rencontrer, à nous réunir. Ça n'est pas simple. Encore une fois, la pandémie nous embête beaucoup. Mais je vais commencer cette réunion par faire ce qu'on appelle traditionnellement dans une association un rapport moral. Ce rapport moral du président, c'est celui qui dresse un bilan des actions passées et puis se projette un peu sur le futur. Alors, par curiosité, je me suis plongé dans un rapport moral qui a été fait autrefois par un de nos célèbres présidents, François Berger. J'ai retrouvé des documents que j'avais gardés dans mes archives. Donc, ce rapport moral, c'est un document réalisé annuellement et le document est soumis au vote des membres, je le rappelle pour des raisons tout à fait statutaires, lors de l'Assemblée générale d'une association. Donc, je me conforme à cet exercice, mais dans les années 90, j'ai retrouvé le rapport moral de François Berger, qui, comme vous le savez, a été un président exceptionnel, un géologue de talent, un enseignant hors pair et un grand historien de la géologie, bien entendu. Vous avez tous lu ses ouvrages magnifiques. J'ai retrouvé dans mes archives l'intervention qu'il fit le 29 novembre 1990, ici même, devant les membres présents. Et je vais le citer. À l'époque, François Berger avait un regard un peu pessimiste, vous allez le voir, sur l'avenir de nos disciplines, éventuellement de l'histoire des sciences. Je le cite, « Puisqu'il paraît que mon rapport doit être moral, entre guillemets, vous me permettrez, chers confrères, de moraliser un peu. Nous savons tous ici que l'histoire des sciences débouche souvent sur un nouveau regard critique porté sur le présent même de la science. Elle nous met en garde contre des conduites qui se répètent au travers des générations, car elles ne dépendent que des hommes indépendamment des progrès des connaissances. Le présent est parfois éclairé par le passé. Or, nombre d'entre nous constatent et déplorent, en France comme dans d'autres pays, le sérieux discrédit dont pâtit actuellement tout ce qui est du domaine de ce que l'on appelait naguère l'histoire naturelle. La pratique du terrain est déconsidérée, on nous dit vouloir se libérer de la dictature des fossiles, et du reste, au train où en vont les choses, il ne restera bientôt personne pour les déterminer. On n'en a plus que pour les applications lourdes de la physique, de la chimie, souvent des plus ponctuelles, à la science de la Terre. Le passé nous offre des exemples de méfaits qu'ont pu parfois engendrer l'idolâtrie du quantitatif en géologie quand il impliquait le rejet des méthodes naturalistes. Vous voyez qu'il était très pessimiste dans les années 90. Et François Berger de donner quelques exemples spectaculaires de ces excès, je ne vais pas vous lire tout son rapport, dont celui du réseau pentagonal de Beaumont, évidemment, qui est une approche très mathématique. Plus près de nous, le physicien, alors c'est moi qui interviens, là, le physicien Luis Alvarez, qui était à Berkeley, en Californie, considérait, ce n'était pas très gentil, et il a écrit, que le travail des paléontologues désignait était simplement de simples collectionneurs de timbres et que leur travail était dépassé. Et il lâchait une bombe dans le ciel serein des paléontologues en invoquant une influence cosmique pour expliquer l'évolution des espèces avec des catastrophes. Et à l'époque, notre confrère Claude Allègre, d'ici on connu, bien entendu, auquel François Berger faisait en réalité allusion sans citer son nom, il n'était pas très ami, il faut dire, Allègre affirmait, écrivait, allait-on, en pensant à Alvarez, allait-on accepter que deux scientifiques, Alvarez père et Alvarez fils, qui étaient géologues, qui n'étaient même pas paléontologues, remettent en question
les certitudes d'une profession. Oui, on était en plein conflit de génération et en plein conflit de discipline. Bien, avec le recul du temps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport de François Lanverger? Et les historiens de la géologie peuvent porter un regard sur les affirmations de nos collègues et penser que ces affirmations étaient évidemment exagérées. Et le diagnostic de François Lanverger, à mon sens, était à l'époque très pessimiste. Naturellement, on sait qu'il y a une période difficile et que l'absence de recrutement de postes, l'absence de crédit ont handicapé sérieusement les disciplines traditionnelles naturalistes, évidemment. Et aujourd'hui, c'est là où j'interviens, je peux dire que les sciences de la nature ont su bénéficier de l'apport des instruments de la physique, de la microscopie électronique, de la microsonde à effet Raman, de la tomographie, du dosage des isotopes, et puis des instruments de la géochimie, bien entendu, de la biologie moléculaire, de la génétique des populations, avec également l'utilisation de la méthode clonistique. Les sciences de la nature donc, ont réussi à aborder les changements techniques, technologiques, et elles se sont dotées d'outils puissants qui ont permis de porter un nouveau regard sur les objets qu'ils chérissent, sur les fossiles, sur les minéraux, sur les roches. Tandis que loin d'être dépassées, les études de terrain demeurent la base du travail du géologue, du géophysicien et du géochimiste, du paléontologue, du paléoclimatologue et du paléobiogéologue. Avec le recul du temps, je pense que la situation n'a pas été aussi tragique, finalement, et j'en veux pour preuve que, avec le changement climatique, les enjeux, avec les menaces sur la biodiversité, les sciences de la nature et l'étude du passé de la Terre et de l'histoire de la vie, de l'histoire des sciences, ont retrouvé, après une période de désintérêt et de vaches maigres, une place de choix dans le concert des disciplines scientifiques. J'en veux pour preuve qu'un établissement comme le muséum, que je connais bien et dont je me suis occupé dans les années 80, il y avait à l'époque 1500 personnes qui travaillaient dans l'établissement. Il y en a 2600 aujourd'hui, à cause et grâce au renouveau des expositions, de la grille de l'évolution et des chercheurs. Le nombre de chercheurs était à l'époque de 400 à peu près. Il a sérieusement augmenté et ces chercheurs sont à la pointe du tas de recherche naturaliste sur tous les continents, dans tous les domaines, utilisant tous les outils dont je viens de parler, microscopie électronique, scanner, etc., etc. Donc finalement, le tableau n'est pas aussi dramatique. Bien sûr, le contexte est difficile, surtout en ce moment avec les vagues successives de l'épidémie du Covid, mais je pense que les sciences de la nature et par suite le Confrégéo, les historiens des sciences de la nature, ont réussi à maintenir, coûte que coûte, leur présence sur l'échiquier français et même sur l'échiquier international. On a eu de très belles manifestations et on va avoir un congrès d'Inigéo, on va avoir un congrès consacré à Cuvier, à Montbéliard, à l'automne prochain. Bref, la situation n'est pas aussi dramatique et nous avons participé et contribué à publier des ouvrages importants. Vous citez l'association avec les géologues du bassin de Paris, ce volume magnifique sur la géologie de la Grande Guerre 14-18, c'est un bon exemple d'une excellente collaboration. Donc, on peut rappeler, et c'est un peu le bilan que je vais faire, ce que nous avons fait au cours des 2-3 dernières années. Pour rappel, pour ceux qui nous connaissent moins, pour ceux qui nous écoutent, peut-être en direct, mais on peut rappeler que la 132e séance du décembre 2019, avec des exposés d'Arnaud Brignon sur le rôle des collectionneurs dans la connaissance des vertébrés jurassiques de Normandie, au début du 18e, du 19e, de Mme Magdalena Napolitani, sur les collections de Georges Sage, qui était fondateur et premier directeur de l'École royale des mines, entre science et curiosité, de moi-même sur la présentation d'ouvrages de Georges Cuvier, sur l'anatomie d'un naturaliste. Le 12 février 2020, a été organisé conjointement avec l'Institut de physique du Globe un excellent séminaire d'histoire de la géologie avec un exposé de David Pattison sur les New Perspectives on a Famous Debate
over the tectonic evolution of the Southwest Islands, Scotland, un exposé de Silvia Figueroa sur les sciences de la Terre au Brésil. Nous avons obtenu régulièrement, malgré toutes ces difficultés, des conseils d'administration pour régler les problèmes statutaires, administratifs, concernant les finances. Nous avons d'ailleurs élu une trésorière, je vous remercie vivement, puisque le relais a été pris, Françoise qui est là-bas au fond, et qui a fait remplir des papiers pour régulariser auprès de la Poste la gestion de notre compte postal. Nous avons eu un CA en mars 2020, la 134e séance du coffret Géo a eu lieu le 21 octobre 2020, consacrée, et c'était l'intérêt peut-être d'un certain nombre de nos dernières réunions, à des réunions thématiques. Et nous avons fait, vous vous souvenez, celle sur la tectonique des plaques, évidemment, sur la géologie des planètes. Et en octobre 2020, nous avons fait une séance consacrée à l'histoire des exploitations minières et minérales, avec un exposé de Francis Méliès, qui est professeur de l'Université de Lille, sur les gisements houillers du nord du Pas-de-Calais de la fin du XVIIe au XIVe siècle, a-t-il écrit. Ensuite, de M. Charles Besson, si ma mémoire est bonne, qui était président du comité de l'Agence pour la garantie des droits des mineurs, sur l'exploitation du charbon dans les bassins de Lorraine, du centre et du Midi, de M. Christian Pollack, qui nous a parlé de la stratégie de business développement chez Orano Mining, du président de la géologie de Nancy sur l'histoire minière de l'uranium, de Jacques, qui est présent ici ce matin, qui nous a parlé du sel, de la cuisine à l'usine, et de notre collègue, notre confrère belge, Éric Grossens, professeur à l'université de Louvain, de Neuve, et qui nous a parlé, qui est membre d'ailleurs de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, une histoire des marbres exploités dans le Boulonnais. Comme il était prévisible, l'Assemblée générale annuelle, qui était prévue en décembre 20, a été reportée, pour des raisons évidemment de Covid, et nous avons fait des conseils d'administration par vidéoconférence, on s'est débrouillé comme on a pu, mais les choses ont marché, et nous avons décidé de tenir l'Assemblée générale 2020 lors de la première session de 2021. En juin, il y a un CA pour faire le point et prévoir l'Assemblée générale aujourd'hui. Leur 135e réunion du FUGIO a eu lieu en septembre dernier, le 8 septembre, et après un conseil d'administration, elle était dédiée à l'histoire des musées et des collections de géologie, autre séance thématique qui a rassemblé plusieurs intervenants. Lydie Touré, qui est présente, nous a parlé des conservateurs hollandais et français à la fin du XVIIIe siècle, Magdalena Napolitani de l'Université de Grenoble-Alpes, les pilleurs de la Nation, les collections minéralogiques de l'École des mines de Paris, Denis Demarque, qui est responsable des collections au Muséum de Nantes, de l'histoire des collections géologiques du Muséum de Nantes, un enjeu pour leur réorganisation, d'Olivier Véron de Sorbonne Université, qui a tenu récemment une brillante thèse sur la galerie d'anatomie et de paléontologie du Muséum, la lotte du XXe siècle. D'ailleurs que ses travaux ont été suffisamment marqués, il a eu un prix de thèse, et que cette thèse, pas dans sa globalité parce qu'elle est énorme, mais va être éditée probablement dans la collection des archives du musée. Je pense qu'elle vous intéressera beaucoup. Et puis, nous avons, après, eu un exposé de mon collègue et ami Pascal Tassi, professeur au muséum, émérite, il est à la retraite, conserver, étudier et développer la collection de paléontologie du Muséum national d'histoire naturelle, ce qu'en disait Albert Gaudry, qui était le fondateur et créateur de cette galerie de paléontologie. Et Pascal Tassi a écrit une excellente biographie sur Gaudry récemment. Et puis enfin, Cristiano Ferraris du Muséum, qui nous a parlé de l'histoire des collections de minéralogie du Muséum national d'histoire naturelle, du microscope à bougie aux électrons accélérés. Donc, finalement, un bilan, je pense, positif, malgré toutes les difficultés, elles étaient nombreuses, et je pense que le nombre d'articles qu'on peut découvrir ici et là montre la vitalité de l'histoire des sciences. L'Inigéo est toujours vivante,
Et nous allons participer avec le congrès de l'été prochain aux ESI. À ce titre, je vous recommande de consulter, quand vous avez le temps, sur Internet, c'est en open access, la revue Épisode. La revue Épisode, c'est la revue, la grande revue de l'Union internationale des sciences géologiques, dont l'INIGEO fait partie. Et elle publie d'excellents articles, racontant d'ailleurs l'histoire de l'INIGEO, et puis des excellents articles de géologie fondamentale et des articles d'histoire de la géologie. Et je suis tombé, il y a peu de temps, sur un très bon papier qui était publié en 2021 d'un collègue qui pourrait d'ailleurs faire partie probablement du COFRIGEO, Daniel Ballesteros, qui a écrit, qui est de l'Université de Rouen, il a écrit un superbe papier dans la revue Épisode, qui est accessible à tout le monde, sur les calcaires de Normandie et sur leur rôle dans la fabrication des monuments, des cathédrales et des églises de Normandie. C'est un superbe papier, et typiquement dans la tradition de ce que nous faisons. À mon avis, voilà quelqu'un qui pourrait parfaitement rejoindre nos rangs comme membre, si on veut recruter de nouveaux membres. Il y a peut-être une prospection à faire sur les gens qui font ce genre de travaux. Donc, je crois que, pour terminer un peu ce rapport, la situation n'est pas aussi tragique. Je pense que nous rencontrons beaucoup de collègues qui apprécient les travaux, qui sont en libre accès, je le rappelle, au FRIGEO, et qui sont lus, j'en ai des exemples, dans le monde entier, par nos collègues étrangers, qui ne lisent pas forcément le français, mais ils consultent tous les travaux du COFRIGEO. Quelqu'un comme Martin Rudwick, qui est en Grande-Bretagne, qui est âgé maintenant, mais qui est quand même un des grands papes de l'histoire de la géologie du 19e, et qui a écrit ces deux ouvrages magnifiques, Bursting, The Limit of Time, à Chicago University Press, un énorme volume, puis le deuxième, Before Adam, avant Adam, qui a décrit parfaitement bien d'ailleurs l'histoire de la géologie en France, en Europe, et surtout en France, et très grand connaisseur de public. Bien, Rudwick suit de près tous nos travaux et il a probablement l'intention de venir au colloque de Montbéliard pour participer au colloque publié, peut-être pour prononcer une leçon inaugurale d'entrée, malgré son grand âge, ça dépendra de son état de santé. Mais ça vous montre que les collègues suivent de près ce que nous faisons. J'ai des liens assez forts depuis que j'ai présidé l'INIGEO avec beaucoup de collègues à l'étranger. Kennard Bork, qui est maintenant en retraite, a fait un ouvrage, un papier magnifique sur l'art et la géologie, un article sur Brognard et la manufacture de Sèvres et la réalisation d'Alexandre Brognard en faisant des poteries, des céramiques et des assiettes absolument magnifiques du temps de l'Empire. Claudine Cohen, dont on a parlé ce matin, qui s'occupe du futur colloque, a publié dans un mémoire spécial de la Société géologique d'Amérique consacrée au musée. Et elle a été chargée de présenter les galeries du Muséum d'anatomie, la galerie de l'évolution, l'ancienne galerie de zoologie. Et son papier est en anglais. Tout le volume est consacré au musée dans le monde. Et il faut reconnaître que les travaux réalisés dans les musées français sont mis à l'honneur dans presque tous les articles, puisque le début des grandes sciences naturelles sur la Terre ont débuté évidemment dans la vieille Europe et spécialement en France. Voilà donc ce que je voulais vous dire un peu ce matin en introduction à cette assemblée. Nous avons encore beaucoup à faire, il faut essayer de recruter plus de nouveaux membres. C'est le cas un peu ces dernières années, notre effectif s'est un peu étoffé, mais nous sommes encore une toute petite communauté. Mais je crois que l'histoire des sciences et de la géologie est parfaitement reconnue dans les instances et c'est une bonne nouvelle et ça réconforterait, je pense, François Lamberger s'il venait encore aujourd'hui être parmi nous. J'espère un jour avoir le temps, quand j'ai rassemblé tout ça, de vous parler des trois frères Lamberger. C'est une dynastie absolument extraordinaire, fils tous les trois d'un missionnaire protestant qui était Lesotho, Basutoland. Ils ont fait leur
passé leur enfance. Ils sont passionnés pour la géologie. Et François Berger, sa vocation est née là-bas. Son frère Paul est devenu pasteur, mais en même temps collectionnait les empreintes et les pistes de dinosaures, sur lesquelles il a beaucoup publié. Et il y a eu un autre frère qui, lui, a été un des très grands noms de la psychiatrie, de la psychanalyse. Donc, une biographie magnifique qui est sortie récemment et qui a fait toute sa carrière au Canada et qui est immensément connue. J'ai rassemblé petit à petit des documents sur la famille et c'est assez extraordinaire. Un jour, je vous en parlerai parce que vous savez que François a été, tout de suite après ses études, prisonnier pendant plusieurs années dans un camp en Allemagne et qu'il a passé des années terribles. Et pendant ces années-là, il a fabriqué un microscope pour étudier les sédiments du sol du camp prisonnier et faire de la pétrographie. Il y a écrit un livre qui est un introuvable du point de vue bibliophilie sur la mémoire. Et ce livre est absolument étonnant. J'ai trouvé ça un jour dans l'Antiquité. Et ce livre révèle beaucoup de choses sur sa personnalité, bien entendu. J'ai eu la chance d'être l'élève de François Berger en géologie appliquée, quelque part d'ici, rue Curie, tout à côté, les bâtiments préfabriqués. Et j'ai gardé tous les polycopiés de l'époque de la Sorbonne sur les cours de François Berger. C'est en soi des documents extrêmement intéressants du point de vue de l'histoire de la géologie. À l'époque, il nous enseignait la géologie des plateformes du Nord et calédoniennes. Et ces cours étaient des merveilles de pédagogie. On voyait les montagnes se soulever, se défaire, on sentait les moustiques qui piquaient dans les montagnes du Nord. Enfin, c'était des cours extraordinaires. Et puis, il nous emmenait sur le terrain faire les premières cartes géologiques. Et j'ai gardé tous ces documents, les premières cartes géologiques, d'abord dans la forêt de Fontainebleau, les premiers séjours, puis ensuite à la Grasse, dans les Tourbières, où il emmenait tous les étudiants de géologie appliquée. Et j'ai même des photos d'époque, j'espère un peu. Un jour, vous rassemblez tout ça et vous traitez de la saga des trois frères et Berger. Voilà ce que je vais vous dire. Je ne vais pas garder le micro plus longtemps. Nous avons d'autres questions à traiter dans le de ce matin. Le bilan ici, un bilan qui est un bilan financier. Et je vais évidemment passer la parole à François Dreyer, qui a accepté de suivre nos finances depuis maintenant quelques années et qu'elle fait remarquablement bien. Et puis, en bilan, on peut remarquer cette belle dépliant sur les activités du FGO. Et nous allons ensuite entendre pour les publications, l'état des publications de notre association. Et les choses fonctionnent, je crois, assez normalement. Donc, je vais passer la parole à Françoise, qui va venir s'asseoir et je vais lui laisser la place, peut-être. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors, pour le bilan financier, alors, je voulais vous montrer donc le fichier. Bon, il y a toujours l'éternel problème de mise en place. Voilà. Alors, en fait, dans le bilan financier, cette année, Pierre Sabaton a fait les finances l'année dernière, donc en 2020. Année qui a été un petit peu compliquée parce que les adhésions sont arrivées souvent très en retard. Un certain nombre de courriers avec les chèques sont restés à la SGF et comme on n'avait pas accès à la SGF, on n'a pas pu récupérer le courrier. Nous l'avons récupéré au début 2021, ce qui fait qu'un certain nombre des adhésions de 2020 ont été en fait comptabilisées en 2021. Merci. Alors, ici, vous avez le graphe des adhésions. Vous pouvez voir donc que tout compte fait, on est passé de 51 adhésions en 2019 à 46 en 2020.
ce qui est finalement moins dramatique que l'on ne l'avait craint en 2020, puisque en fait un certain nombre d'adhésions ont été comptabilisées l'année suivante. On se maintient donc à 46 adhésions cette année. Et donc pour l'instant, on peut dire que c'est le contexte sanitaire tout à fait favorable. En ce qui concerne l'abonnement aux travaux du Cofrigéo, c'est-à-dire aux travaux papier, il y a eu une érosion assez nette. On est passé de 55 en 2018 et en 2020-2021, il n'y a plus que 36 abonnements aux travaux du Cofrigéo. Alors, ceci s'explique par le fait qu'il y a de nombreux jeunes en fait, qui ont adhéré et qui en fait, ne demandent pas les travaux papier. Donc, ce qui fait qu'on s'interroge sur la nécessité ou l'opportunité, disons, d'offrir un abonnement des travaux, mais un abonnement PDF. On le propose maintenant, Gaston ? Donc, on pensait pouvoir offrir au moment de l'adhésion un abonnement papier pour ceux qui désirent toujours avoir le volume papier, toujours au prix de 15 €, c'est-à-dire qu'on maintient le tarif, et d'offrir à moitié prix, donc on arrondit à 8 € pour le PDF de l'année. Donc, ça, ah oui, l'adhésion reste, elle, pardon, à 30 €. Donc ça, on sépare bien l'adhésion au comité avec, on sépare l'adhésion, pardon, et l'abonnement. Ici, je sais pas si... Oui, donc il y a une cinquantaine d'adhérents, mais dans la liste de diffusion, je crois qu'il y a à peu près 110 noms. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui participent éventuellement à telle ou telle session sans adhérer. On a une audience qui est plus large que les adhésions en réalité. D'accord. Okay. Par ailleurs, pour les abonnements aux travaux, il y a une dizaine de travaux qui sont distribués dans des bibliothèques de manière gracieuse, ce qui permet de diffuser un peu plus, d'avoir une audience à la revue qui est un peu plus élargie. Bien. Alors, donc, pour l'année prochaine, nous allons proposer la possibilité de cotiser en ligne par carte bancaire, par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Eloasso et qui est gratuite, c'est-à-dire ça n'a pas de coût pour nous ni pour l'adhérent. Cependant, ils proposent éventuellement un don à leur association si vous le voulez, mais vous pouvez mettre 0 si vous ne voulez pas offrir. Ça, c'est une opportunité qui est assez intéressante parce que les paiements en ligne, maintenant, quasiment tout le monde en fait. C'est plus facile que de faire un virement, probablement, et c'est peut-être plus simple aussi qu'un chèque. Alors, l'avantage en plus de la plateforme de l'ASSO, c'est que vous recevrez automatiquement le reçu fiscal par l'intermédiaire, enfin, ça se fait automatiquement par leur intermédiaire. Donc, ce sera une proposition. Vous pourrez donc cotiser juste au comité pour 30 € et vous pourrez choisir l'option travaux papier ou l'option travaux PDF si vous préférez, ou les deux si vous en avez envie. Donc le choix vous sera fait. Donc ça, c'est ce que l'on souhaite mettre en place. Enfin, c'est déjà quasiment en place. Et donc à part cela, je vais vous présenter donc le bilan financier. Bon.
Alors, donc, ici, le bilan financier. Ici, vous avez les soldes des années successives. Donc, de 2015 à 2020. Je n'ai pas finalisé ici. Donc, vous remarquez que c'était en 2016, 5 276,49 €. Mais cette année-là, donc, il y avait eu un excédent important entre 2015 et 2016. Et ça, c'était en fait lié au fait qu'il n'y avait pas eu d'envoi des travaux cette année-là. Donc, en fait, il y a un excédent qui était de 617,88. Après, les soldes ont été maintenus ici jusqu'à 2020. Alors maintenant, vous remarquez le solde en 2021 est de 6 224, c'est ça, 6 224 au 15 décembre, c'est-à-dire à aujourd'hui. Alors, pourquoi cet excédent par rapport à l'année précédente? En fait, c'est assez simple quand on regarde les adhésions ici. Vous remarquez que dans les adhésions, j'ai donc 46 adhésions de 2021, mais nous avons eu 10 adhésions 2020 qui ont été payées soit en 2020, mais nous n'avons touché les chèques que cette année, ou alors qui sont des adhésions qui sont arrivées tout simplement en 2020 avec la cotisation 2021. Donc, des gens qui ont payé les deux cotisations simultanément. Nous avons même reçu 2 adhésions de 2019 qui étaient en retard, et il y a une personne qui a cotisé et pour 2020 et pour 2021 et 2022. Donc, nous avons un total d'adhésions qui est quand même nettement plus conséquent que les années précédentes. Les frais, il s'agit bien évidemment des frais de train et de repas des intervenants lorsqu'ils se déplacent et quand ils mangent avec nous. Ensuite, il y a les frais bancaires, la cotisation à la SGF qui nous permet d'avoir, enfin l'adhésion à la SGF qui nous permet d'avoir des avantages, notamment la salle, etc., 4 fois dans l'année. Nous avons aussi une aire de stockage dans la cave, la cave de la SGF. Nous avons un petit espace de stockage pour 100 €. L'année dernière, il y avait eu des prélèvements de la Société du Figaro, on ne sait pas du tout ce que c'était. Il y en a eu un autre au mois de janvier de cette année, 2021. Pierre Savaton, l'année dernière, avait fait une réclamation auprès de la banque et on a eu une rétrocession donc, de la somme équivalente, qui est de 34 €. Ça a été réglé par Pierre à la fin de l'année dernière. Alors ensuite, j'ai ouvert une rubrique que j'ai intitulée « Rayonnement de la société » ou « Communication » si vous préférez, dans laquelle j'ai inclus les envois gracieux que nous faisons justement aux bibliothèques. C'est-à-dire on leur envoie les travaux gracieusement, et évidemment ça a un coût, et je l'ai intégré donc dans cette rubrique-là. Alors, il y a aussi un envoi de travaux anciens au Muséum de Neuchâtel. Le Muséum de Neuchâtel a récupéré au décès de Jean-Paul Schaer donc sa collection de travaux du coffret Géo, et il y avait un certain nombre de numéros qui manquaient, et ils souhaitaient compléter la collection. Donc, nous avons envoyé les numéros des travaux qu'ils n'avaient pas. Donc ça, je l'ai mis aussi dans le rayonnement. Et ensuite, il y a eu la production du kakémono qui nous a coûté une somme faramineuse de 38,40 €. Voilà, pour avoir cet objet qui est quand même, pour moi, que je trouve personnellement assez réussi, après tous mes essais. Voilà. Donc ensuite, il y a un total de dépenses de 1 119,47 €, un total de rentrées de 1 800,80 €, ce qui fait un bilan positif de 680,33 €, en sachant qu'il y a eu des adhésions de l'année dernière qui se sont reportées sur cette année. Donc, voilà. Ensuite, pour les travaux. Les travaux, vous avez donc, c'est pareil, hein, des abonnements qui sont sur les 4 années.
donc vous les avez ici. Ensuite, au niveau des coûts des travaux, il y a l'impression de 80 volumes qui nous a coûté 376,78 €. Il y a ensuite tous les frais d'envoi qui sont ici. Et ceci m'a permis d'évaluer le coût unitaire de chacun des travaux. Donc, ça fait un coût unitaire de 4,71 € pour l'impression, de 6,93 € pour l'envoi. Donc, ça fait 10 €, enfin 11 € et quelques. Et pour 10 volumes des travaux que nous avons envoyés, ça fait donc une somme de 116,40 € que j'ai mis ici en positif, puisque je l'ai retranché ici dans le rayonnement de la société. D'accord. Donc, ça nous permet vraiment de savoir ce que coûtent les travaux qui sont effectivement envoyés aux personnes qui s'abonnent aux travaux et de faire le coût réel, si je puis dire, de ce qu'ils reçoivent. Et donc, dans ce contexte-là, on a un équilibre, comme vous pouvez le remarquer, entre les deux, puisqu'on a 792,63 € ici et 846. Donc, en fait, la balance est de 53,77 €. On peut dire que c'est à l'équilibre. Alors, j'avais placé ici en prévision des travaux 2020, puisque Philippe avait parlé de la possibilité de faire un deuxième envoi de travaux, ceux de 2020, qu'il n'a pas tout à fait finalisé, donc ils ne sont pas partis cette année. Donc, cette triple ligne-là, je le reporterai donc l'année prochaine. Ce qui veut dire que l'année prochaine, on va probablement avoir 2 envois de travaux. Donc, on va avoir un coût plus important, mais n'oubliez pas, entre 2015 et 2016, on avait eu un supplément lié au fait qu'on n'avait pas envoyé de travaux. Donc, on va se retrouver. Vous avez des questions? C'est assez clair. Donc, voilà. Voilà. Donc, je te laisse faire la... Alors, pour le rapport moral de notre président, est-ce qu'il y a des abstentions? On fait toujours comme ça désormais. Pas d'abstention. Est-ce qu'il y a des contre? Donc, on considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Voilà. Pour la trésorière, alors je pense qu'elle a fait un très beau travail et un très bel effort. Hein. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre? Et je crois qu'on peut approuver à l'applaudimètre. Voilà. Oui, alors la cotisation, l'idée, c'est de la maintenir. Hein. Est-ce qu'il n'y a qu'une chose à approuver en plus, c'est le coût de l'abonnement PDF à 8 €. Hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir le coût de l'adhésion, maintenir le prix de l'abonnement papier et d'introduire à 15 € et d'introduire l'abonnement PDF à 8 €? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des objections? Des suggestions ou des abstentions? Non. En ligne, il n'y a personne qui proteste. Bon, on va considérer que c'est approuvé. D'accord? Personne n'a d'objection en ligne. Hein? D'accord. Bon, pour l'instant, il n'y a que 2 en ligne. Il faut qu'on passe, je pense, à la présentation des nouveaux adhérents. Donc, je vais le faire, sachant que pour ce qui concerne les adhésions, il y a eu ces 2 dernières années une très grande confusion, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a des gens qui devaient être présentés l'an dernier et l'AG a dû être Léo Corbel, là, par exemple, hein, a dû être annulé. Et puis, par ailleurs, il se trouve qu'il y a des gens qui sont sur la liste de diffusion, qui ont payé leur cotisation
comme s'ils étaient adhérents, c'est très bien au fond. Et on a décidé de régulariser l'adhésion de ces personnes. Alors, je vais d'abord vous énumérer les gens qui ont fait vraiment acte d'adhésion, qui sont candidats à l'adhésion et qui sont présents pour 2 d'entre eux. Alors, Léo Corbel, vous vous présentez? Alors, Léo Corbel devait être présenté l'an dernier, devait faire un exposé l'an dernier qui a dû être annulé. Et donc, tout ça s'est repoussé à aujourd'hui. Allez-y. Oui, donc je m'appelle Léo Corbel, je suis doctorant en sciences politiques à l'université de Strasbourg. Donc, je suis très heureux d'être ici en n'étant ni historien ni géologue. Mais on aura l'occasion d'en parler plus en détail cet après-midi, je suis sûr. Merci. Donc, il vous faut, le statut prévoit qu'il faut 2 parrains. Alors, il y avait Monsieur Medioni, hein, je pense. Hein, Monsieur Medioni m'avait donné son accord par mail, oui. mais ça m'en fait qu'un seul. Oui, bah alors, je vais me proposer comme votre parrain. On a communiqué plusieurs fois. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Voilà. Timothée Lost. Alors, présentez-vous. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Donc, je m'appelle Timothée Lost, je suis membre du groupe géologique de la Haute-Loire, donc au sud de l'Auvergne administrative depuis fort longtemps, enfin depuis mes 14 ans. Passionné par la géologie, j'ai fait des études de géologie à Clermont-Ferrand et cette année, je suis rentré, j'ai bifurqué un petit peu, je suis rentré en master d'histoire des sciences à l'école des hautes études en sciences sociales. Et donc, je me suis dit qu'entrer au Cofri Géo me permettrait voilà, d'intégrer, d'apprendre tout simplement, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup à apprendre, et en parallèle de mes études. Et je travaille sur un sujet de recherche, de mémoire, qui porte sur la controverse en fait, de la découverte des hommes fossiles de la Denise, ce qu'on appelait les hommes fossiles de la Denise, qui avaient été trouvés en 1844 à proximité du Puy-en-Velay. Donc, je travaille là-dessus, enfin, je commence mon travail là-dessus. Et voilà, je vous remercie de votre accueil. Alors, comme vous êtes du Puy-en-Velay, c'est monsieur et madame Mergoal qui vous parrainent. Hein, tout à fait, oui. Puis j'étais d'accord et c'est eux qui vous ont mis en contact d'ailleurs avec le Cofri Géo. Tout à fait, voilà. Voilà. Bienvenue. Ah oui, il faut donner un vote oui ou non pour chaque, mais ça va, c'est oui. Hein, bon. On va pas être trop. Alors, il y a aussi Antoine Régnier qui ne doit pas être... Si, alors allez-y, présentez-vous. Bonjour à tous, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, Antoine Régnier, je suis en 3e année de doctorat en études grecques donc à Sorbonne Université. Donc c'est un cas un peu particulier parce que je n'ai pas de formation en géologie, donc a priori, donc je suis là aussi pour apprendre, effectivement. Donc, je m'intéresse aux théories géologiques de l'Antiquité grecque et romaine, dans une perspective historique et philologique, pour comprendre les apports et les dynamiques qui étaient celles des anciens eux-mêmes lorsqu'ils se sont intéressés à des problèmes géologiques. Voilà. Merci. Très bien, bienvenue. Alors, vous avez des parrains, marraines? J'en avais parlé avec vous par mail. Oui, mais je vais me retrouver parrain de tout le monde. Alors. Je crois, oui. Mais très bien, avec plaisir. Et puis, vous parrainez, voilà, hein, très bien. Pardon ? Très mal. Oui, d'accord. Très bien, bah alors vous échangerez avec votre parrain. Alors, il y a des noms, il y a des personnes donc, qui ont payé leur cotisation, c'est ce qui signifie qu'ils veulent devenir membres, mais qui n'ont pas fait acte de candidature. Alors, bon, je vous énumère. Hein, Nicole Courbière, est-ce que quelqu'un connaît? Bon.
On va nommer une marraine et puis un parrain. Jean Hernandez, alors moi je connais, c'est un collègue. Christian, tu connais, allez, on parraine. Hein, c'est un bon collègue qui vit en Suisse aujourd'hui, mais qui a été actif ici à Paris et à la Société géologique. Bon. Loredana Lanzini, alors elle nous a fait un exposé, hein, vous vous souvenez. Elle devait être présentée l'an dernier, puis ça n'a pas pu avoir lieu. Bon, alors voilà, les parrains marraines, ça va, je désigne. Hein. Alexandre Levigne, je ne sais pas qui c'est. Quelqu'un connaît? Bon, on parraine quand même, on l'accepte quand même. Bon. Georges Pichard. Vous parrainez aussi, on va mettre des noms comme ça. Ça n'a vraiment aucune importance. Alors, en 2021, il y a Aurélie Bellamy Daguet, Jean-Charles Besson, Gilbert Boileau. Alors, il nous a fait. Il ne pourra jamais se déplacer, ce monsieur est très âgé, mais il nous a déjà fait une contribution écrite qui va paraître aux travaux. Tu fais partie de ses parrains, on va dire. Tu as été en contact avec lui. Alors, Cyril Deschat, alors le parrain, il est là, il s'impose. Hein. Cyril Deschat, c'est le fils de Deschat. Oui, oui. On l'a rencontré une fois. Voilà. Donc, il serait d'ailleurs peut-être intéressant de le faire venir parler de son père. Hein. Ah bon, lui, il habite vraiment le Liechtenstein ou c'est son argent qui habite le Liechtenstein? Bon, d'accord. Bon, je suis déjà... Oui, bien sûr. Hein, bon. Ezio Vaccari, alors je me demande même s'il n'en a pas fait partie il y a bien des années, mais il s'est réinscrit, et puis qui est un collègue italien. Et comment? Alors, ça doit être le président d'exercice de l'UNIGEO en plus, puisque c'est lui qui avait organisé le congrès de Varese. Et Marie Vanier. J'oublie personne. Bernard Guy s'est réadmis. Je ne sais pas s'il a dit qu'il regrettait d'en être sorti. Bon, mais s'il y a besoin de parrainer des réadmissions, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez des oublis? Alors, ça fait une dizaine de membres. Hein. Oui. Mais je crois que nos statuts ne sont pas très adaptés parce que parrainer tous ces gens-là qui payent leurs cotisations sans qu'ils aient sollicité d'être membres. Bon. En fait, je crois que ça avait été un peu fait dans les statuts ça, pour barrer la route à quelques créationnistes qui viendraient nous loyauter, mais franchement, je ne pense pas que ce soit le cas. En tout cas, ah ben voilà Jean Hernandez, on vient de t'admettre comme membre. Ah, on n'a pas encore voté. Bon. Alors, on fait un vote global pour tous ces gens-là qui est pour, enfin qui est contre, pardon. Bon, qui s'abstient. Donc, on va considérer que tout le monde est pour. Alors, bienvenue aux nouveaux, hein, ou à ceux qui ont été régularisés. Voilà, on peut les applaudir peut-être. Bon. Oui, c'est vrai. Oui, je disais que ce parrainage, c'est un petit côté bidon, mais c'est un petit côté sympathique, formel, qui donne un peu de solennité à cette chose. Oui. Je pense que de ce point de vue-là. Alors, le fait est et que... comme on n'a pas trop de mal à trouver des parrains. Non. Et le fait est que la plupart des gens qui se présentent sont présentés par des gens qui connaissent déjà le coffret géo et qui sont naturellement parrains ou marraines. Pour les parrains, c'est sympathique aussi de pouvoir venir. Je prends l'exemple de notre ami Léo, qui est parrainé par des gens qu'on aime,
qu'on connaît Oui. bien et qui sont des amis très proches. Moi. Et tout ça, ça crée du lien. C'est pour ça que je pense que ce serait une erreur de supprimer. Tu parles de monsieur et madame Mergoal. Oui. Vous les avez vus récemment, d'ailleurs, parce que nous, il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Ils sont assez âgés. Hein. Bon. Et alors, régulièrement, on a quelques nouvelles par email. Et puis, ils n'arrivent pas à se connecter. Alors, enfin, bref. Mais oui. Bon, voilà. En tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue, Jean. Hein. Juste avant que tu rentres, on t'énumérait comme nouvel adhérent, mais en fait, c'est déjà de l'année précédente. Hein. Comme on n'a pas fait d'AG en 2020, on a été obligé de régulariser maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu nous dis un mot de toi. Dire un mot de moi? Oui. Voilà. Vous me prenez un petit peu au dépourvu. Non, Bon, mais... Jean Hernandez. Je suis né comme Christian en 1941. Voilà. Que dire j'ai fait une partie de la moitié de ma carrière à l'université Paris 6, Jussieu, au laboratoire de pétrographie à l'époque. Et ensuite, je suis parti à l'université de Lausanne. J'ai pris la tête d'un labo de minéralogie, pétrologie. Et ensuite, j'ai fondé une faculté de géosciences et d'environnement. Voilà. J'ai été le fondateur, le premier doyen de cette faculté, et j'ai pris ma retraite en 2007. Et depuis, je suis rentré à Paris. Alors, brièvement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surtout travaillé en France sur le volcanisme récent du Massif central. Ensuite, j'ai fait une thèse au Maroc sur le volcanisme calco-alcalin et potassique de l'Est marocain, à la frontière algérienne. Et ensuite, j'ai fait diverses autres choses en Équateur, en Guadeloupe, enfin un petit peu. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ma carrière. Très bien. Alors, tu as payé tes cotisations et tu n'avais pas été officiellement admis comme membre, donc c'est régularisé. Et c'est Christian et moi-même tes parrains. Secrétaire de la Société géologique de France, oui, oui, bien avec, sûr. avec Philippe Taquet, avec Christian Montal, etc., pendant quelques années, aussi de la Société française de minéralogie, quand j'étais en France. Alors ensuite, j'ai changé de... Voilà. Très bien, très bien vu. Bien, on passe peut-être à la suite de l'ordre du jour. Ça doit être quoi? Il y a peut-être les publications, les travaux en réalité. Je te laisse la place. Oui, en fait, ça sera très court. Hein. Donc, concernant les travaux du Cofrigéo, le volume des travaux 2020 est, on va dire, dans les tuyaux. À la différence du volume précédent, où j'avais du mal à rassembler des communications parce que certains intervenants n'avaient pas voulu, n'avaient pas tenu à publier leur intervention. Cette fois-ci, tous les intervenants qui ont été cités par notre président ont donné le texte de leur contribution. Donc, il y aura 11 interventions, enfin, 11 contributions en tout. Il y a celle dont a parlé notre président, plus d'ailleurs une présentation d'ouvrage qui est faite par les Mergoal sur l'histoire de la découverte géologique du Massif central, plus une communication, un texte indépendant qui avait été fourni par Madame Paquet. Donc, il y a non seulement les textes des communications, mais à la marge, quelques textes supplémentaires. Voilà. Alors, Gilbert Boileau, dont Gaston parlait tout à l'heure, Gilbert Boileau avait fait une contribution dans le numéro précédent. Il avait refait l'histoire de la station d'observation océanographique en Méditerranée, avec de Villefranche-sur-Mer,
avec des réflexions, comment dire, presque épistémologiques sur comment fonctionnait la science. Il avait ce recul-là. Et dans cette lignée, il a poursuivi toute une réflexion. Il m'a contacté dans le courant de l'année en disant, voilà, j'ai pensé à quelque chose, est-ce que le coffre-Géo, vous pouvez le publier? Mais là, il y a 100, 150, 200 pages, j'ai dit que c'est un peu long. Par contre, on peut très bien accueillir dans les colonnes du coffre-Géo un compte-rendu de votre ouvrage quand il sera paru. Et l'ouvrage vient de paraître. Donc, il m'a envoyé les références, donc c'est les éditions qui s'appellent Horizon, mais sans H, O, qui ne commence pas en O, et ça s'appelle Comment l'idée vient au géologue. Il avait commencé par Comment l'esprit vient au géologue, et puis il a révisé son titre. Donc voilà, ça vient de paraître, donc j'en fais la publicité. Je pense qu'on pourra mettre ça aussi sur la liste, voir les références. Et puis, donc on en fera un compte rendu dans le prochain numéro des travaux. Dans le numéro de 2021, dans le prochain, oui, enfin. Donc, celui qui est à paraître, normalement, j'aurais voulu le faire sortir avant la fin de l'année, mais bon, les relectures sont un peu plus longues que prévu. Il y a des textes qu'il faut réécrire un peu à la marge quand même, malgré tout. Et puis, donc, j'espère qu'il sortira dans le courant janvier. Voilà. Donc, il sera un peu plus consistant que le précédent, donc vous aurez de la lecture. Donc, vous avez reçu, en principe, par la liste de diffusion, la première circulaire. Il se trouve qu'il y a environ, je crois que c'était 75, a-t-on dit hier, 75 personnes qui ont manifesté leur intérêt. Attention, ce n'est pas forcément des gens qui s'inscriront, malheureusement, surtout avec la perspective de la énième vague du Covid. On ne sait pas trop comment ça va finir. Mais bon, espérons. Donc, ce congrès de l'INIGEO, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que l'INIGEO, c'est une commission de l'IUGS. C'est une commission qui s'occupe d'histoire de la géologie. Et on peut presque considérer que le coffre-Géo, c'est la section française de l'INIGEO, comme autrefois il y avait la section française de l'Internationale ouvrière, vous savez. Donc, c'est un peu quelque chose de ce genre. Et donc, le congrès, si tout va bien, aura lieu en septembre aux ESI, dans la vallée de la Vézère, avec comme thème principal l'histoire de la préhistoire. Mais on y a ajouté aussi l'histoire du Quaternaire et l'histoire du Miocène, sachant que beaucoup de stratotypes du Miocène se trouvent dans la région, dans le Bordelais, enfin, en fait, les stratotypes historiques de l'aquitanien et du burdigalien. Et il y aura une excursion pré-conférence, mais d'une journée, qui nous amènera sur le site d'impact de Rochechouart. Donc, 3 ou 4 jours, tout dépend du nombre de participants aux ESI, avec une excursion de 5 conférences. On ira à Lascaux, etc., enfin les grands sites de la vallée de la Vézère. Et puis une grande excursion de 5 jours, si je me souviens bien, qui nous portera dans le Périgord, le Quercy, les phosphatières du Lot, et puis tous les sites historiques du Miocène, de Bordeaux, et aussi un arrêt-cave, etc. Donc, le programme est relativement bien défini, mais là, on ira en reconnaissance très précise au mois de mars pour décider vraiment des restaurants, des arrêts, et prendre des contacts. Donc, on en saura beaucoup plus avec la 3e circulaire en mars, où on fixera un prix d'excursion et prix de participation au congrès. Voilà, que dire de plus? J'oublie sûrement des choses.
Il y a un comité d'organisation, mais pour l'instant, il n'est pas très bien défini. Je dois dire, il est informel. Il y a quelques personnes qui en font partie. Pascal, ici, en est le co-président avec Claudine Cohen, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui s'est excusée parce qu'elle avait une réunion cet après-midi. Il faudra définir un comité scientifique dont vous êtes le président, mais pour l'instant, vous êtes un général sans troupe parce qu'on n'a pas désigné, personne n'a été désigné, mais il n'y a pas d'urgence parce que ce comité scientifique devra juger et relire les résumés qui viendront avec la seconde circulaire qui va partir à la fin de ce mois. Alors, Françoise, si on est tous d'accord, ferait un budget prévisionnel, mais on a bien établi que c'est pas du tout dans le même compte, c'est même pas la même banque. Il y a une gestion financière qui est faite par une association que connaît bien Pascal Richer, puisqu'il en a été vice-président, je crois, et Naturalia et Biologia. Déjà, le compte est ouvert, mais pour l'instant, il y a 0 centime dessus. Mais il est prêt à accueillir à la fois une subvention qu'on va demander et puis, évidemment, les cotisations. Voilà, vous serez tenus informés au fur et à mesure. J'espère qu'on n'aura pas trop de difficultés avec ce satané Covid, parce que faire ce congrès en visioconférence, l'ASCO en visioconférence, ça ne peut pas se faire. Donc, ce serait vraiment très, très dommage. Et on a une petite incertitude de ce fait. Sinon, les choses, je pense, s'arrangent, sont sur les rails, disons. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup d'inscrits parmi les gens du COFRIGEO. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez dû recevoir les circulaires. Hein. Vous allez recevoir la seconde, certainement à la fin de l'année. La seconde, on fixera un certain nombre de deadlines, et puis on vous demandera on demandera aux gens que ça intéresse de proposer un résumé, un titre d'intervention, etc. Et la troisième circulaire devrait venir au début d'avril, quand on aura fait la reconnaissance sur le terrain et qu'on aura fixé vraiment définitivement le programme et qu'on saura le nombre de personnes intéressées. On pourra faire un budget prévisionnel beaucoup plus précis que les idées qu'on a aujourd'hui. Oui. Oui. Alors, Marie-Françoise fait partie du comité d'organisation. Je vous dis, j'ai appris ça hier, Marie-Françoise est la filleule de l'abbé Breuil. Alors, évidemment, il va falloir qu'elle nous montre l'ASCO, peut-être. Enfin bref, alors vas-y, dis. Bon, alors c'est une question de béotienne, parce que je ne suis pas géologue. Quel est le lien entre le Miocène et la préhistoire? Est-ce que c'est le Miocène qui a dessiné les grottes? Alors, dans les phosphatières du Quercy, il y a un lien, parce que tout le système de karst et leur remplissage est essentiellement Miocène. Miocène, ça vient juste avant le Quaternaire, hein, donc on a mis le Miocène aussi au programme parce que les stratotypes historiques se trouvent dans la région où on va. Donc, les gens vont retourner à Bordeaux et c'est juste au sud de Bordeaux. C'était aussi une des motivations. Non, bien sûr que non. Mais enfin, la grotte elle-même, j'en sais rien, mais non, je pense pas. Ça doit être. Ah bon? Oui. Ah ben l'environnement, mais le karst lui-même, le creusement de la grotte, ça je sais pas.
Oui, c'est récent sans doute. Hein. C'est des mouvements des nappes phréatiques au Quaternaire qui sont abaissées à cause des glaciations, vraisemblablement. Je m'avance. Donc, mais de toute façon, Miocène, Quaternaire, préhistoire, on ne pouvait pas faire un congrès simplement de préhistoire parce que beaucoup de gens à l'INIGEO ne sont pas spécialistes de préhistoire et il semblerait même que d'après les premières inscriptions, enfin la lettre d'intention, il y a des gens qui veulent plutôt traiter d'histoire de la géologie que d'histoire de la préhistoire. C'est ce qu'elle disait hier, hein, Claudine. Mais néanmoins, les gens sont invités pour visiter Cro-Magnon, Lascaux et tout ce que vous pouvez imaginer, parce que c'est célèbre dans le monde entier, c'est une occasion unique pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pascal? Oui, qu'est-ce qu'on a dit hier déjà? Voilà. Ah. Oui, pour l'hébergement, oui, aux ESI. En tout cas, n'hésitez pas à vous inscrire. Pour l'instant, ça n'est qu'une lettre d'intention, donc ça ne coûte pas très cher de s'inscrire. Et puis, c'est au mois d'avril, certainement, qu'il faudra une vraie inscription. Il est question, tout ça c'est en cours de débat et de progrès, qu'au cas où il y a une grande catastrophe de type sanitaire, on indique dans la 3e circulaire, donc celle du mois d'avril, les conditions de remboursement éventuelles. On rembourserait, mais pas tout, parce qu'il y aurait des frais de gestion, des réservations, etc. Donc, on va ajuster, on va essayer de trouver des solutions comme ça. Il est difficile d'imaginer des choses par visioconférence. Il y aura peut-être, sûrement, de la visioconférence aux ESI, mais comme l'essentiel, ce qui est le plus intéressant, ce sont les excursions et les visites des grottes et des sites. C'est sûr que là, la visioconférence ne servira à rien du tout. Donc, voilà. Oui. Alors, juste à propos de ce congrès qui s'annonce passionnant, parce que le mélange de préhistoire et de géologie va attirer beaucoup de monde dans une région qui est magnifique. Je pense qu'il y a un séjour à Bordeaux avec le musée du vin, le nouveau musée du vin peut-être. La question que je pose, c'est aux co-organisateurs. Lorsque j'ai organisé celui d'Alcide d'Orbigny avec des collègues il y a quelques années, nous avions contacté les municipalités, les gens sur place, les autorités locales, et on a eu de ce fait la chance d'avoir des vins d'honneur à la mairie de Castellane avec le maire, etc. C'est-à-dire une association avec les élus locaux qui étaient très sensibles à la visite de collègues étrangers de tous les pays. Et c'est un argument, je dirais, qui permet de mettre du beurre dans les épinards, en tout cas d'agrémenter les congrès et les visites sur place avec des contacts avec la population. C'est peut-être à faire avec les ESI, je ne sais pas, mais les ESI. Aux ESI, des contacts ont été pris par Claudine. Alors bien sûr, il y a des contacts avec le Musée national de la préhistoire. Évidemment, ça sera même le siège du congrès.
mais aussi avec les autorités locales. Très bien. On ira au mois de mars les rencontrer tous ces gens. À Rochechouart aussi, il y a le petit musée, puis l'association qui va nous recevoir. Parfait, parfait. Bien, voilà pour le congrès futur, et c'est tout un honneur pour Confrigéro et la France d'accueillir un congrès du niveau. Très bonne nouvelle pour le dynamisme et la vitalité de notre association. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va juste évoquer les questions diverses. Nous avons inscrites. Est-ce que vous avez des points à aborder? Est-ce que vous avez discuté du futur de nos réunions? Est-ce que vous avez des idées sur les séances futures que l'on pourrait organiser? On a parlé lors du CA. Hein. Il y aurait au mois de mars, avec 5 intervenants possibles, mais pas forcément, on ne les a pas contactés encore vraiment, quelque chose sur, enfin une séance spéciale, thématique, je veux dire, sur l'histoire des glaciations. Et puis, donc ça, ce serait le 9 mars. Et puis le 8 juin, eh bien aussi une autre séance thématique sur les grands travaux et l'histoire de la géologie alpine. Il se trouve que ça, c'est une idée de Philippe Branchant. Il se trouve que c'est le 150e anniversaire du creusement du Fréjus, enfin le vieux, l'inauguration, pardon. Et puis, on a déjà 3 orateurs potentiels. D'Alpiaz nous parlerait, Giorgio Vittorio d'Alpiaz nous parlerait du projet avorté du tunnel ferroviaire du Mont Blanc, qui avait donné lieu à l'époque à toute une étude géologique. Et puis, il serait aussi question avec Claudio Rosenberg, qui est ici à Jussieu. Lui nous parlerait du Gothard Saint-Ouen. On est au mois de juin, donc on a le temps de voir. Il y a 3 communications potentielles, des gens qui sont d'accord. On va peut-être en trouver d'autres. Si on fait une journée, on peut aller jusqu'à 5 communications. L'idée, hein, ce serait de voir l'évolution des concepts de la géologie alpine à travers ces grands travaux qui ont impulsé les recherches, qui ont donné une impulsion aux recherches géologiques à l'époque. Très bien, merci beaucoup, Vincent. Donc, nous allons passer à l'étape suivante de notre réunion, aussi de rendre hommage à nos membres disparus. Et le premier hommage est celui que nous allons rendre à Christian Montenat. C'est Didier Merle qui va intervenir. Ah, pardon. Oui, oui. Bonne remarque. Gaston. Là, ça fait partie des choses statutairement aussi confuses et dont la confusion a augmenté avec le Covid. On devait l'an dernier, statutairement c'est tous les 2 ans, renouveler le CA. Et puis, comme ça n'a pas pu avoir lieu l'an dernier, ben, ça serait maintenant. Alors, en réalité, la chose est très simple. On a posé la question aux membres actuels du CA s'il y a des gens qui souhaitaient se retirer. Personne n'a dit souhaiter se retirer, mais il peut y avoir des gens qui souhaitent entrer au CA. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que parmi vous, parmi ceux qui sont en ligne, il y a des gens qui souhaitent entrer au CA? Les pouvoirs du CA, c'est de suivre les réunions comme celles qu'on a eues. En général, c'est juste avant les réunions. Le CA se réunit pendant 1 heure. Il y a une liste de diffusion particulière au CA aussi, des informations sur les aspects statutaires et administratifs de l'association. Et puis, le CA élit le bureau. Donc, il n'y a pas de... N'hésitez pas, hein, c'est sympathique, comme ça n'engage pas grand-chose. Non? Alors, on maintient le CA tel qu'il est. Alors là, il faut peut-être voter. Hein. Oui.
Actuellement, nous sommes 11 au conseil d'administration. On peut aller jusqu'à 12. Personne n'a manifesté le désir de quitter le conseil d'administration. Donc, on peut reproposer en bloc le... Vous êtes sûr que CA. personne d'entre vous souhaiterait en faire partie? Ça ferait... Non, bon. Bien. Même les jeunes, là, les tout nouveaux, là, n'hésitez pas. Ça, parce que, comment? Le CA consiste à nommer le bureau déjà. C'est pas l'Assemblée générale qui nomme le bureau. D'ailleurs, on va devoir faire un CA exceptionnel en soirée là pour nommer le bureau. Bon. Ensuite, il y a des réunions mais non, c'est en fait le bureau qui se réunit, mais en fait, de fait, il est élargi au CA. Il y a une liste de diffusion qui s'appelle CA Cofrigeo et des réunions en principe du bureau, mais en fait, tous les gens du CA y participent s'ils veulent. Et il y en a eu une là juste avant l'Assemblée générale. Ben, certains d'entre vous sont arrivés juste avant, vous avez été témoins de nos discussions. Bon, c'est simplement des questions administratives et statutaires. Hein. C'est l'organisation des réunions, etc. En réalité, je pense que depuis l'ère Jean Gaudin, c'est assez collégial la gestion du coffre-fort. C'est peut-être un petit peu chaotique. Bon, le Covid a accentué aussi le chaos. Mais c'est pas plus mal. C'est bien. Moi, je trouve que c'est préférable. Il y a des interactions plus souvent grâce à la liste de diffusion et les décisions sont vraiment collégiales. Donc, en fait, c'est le bureau, mais en réalité, c'est le CA. Les deux choses sont vraiment très bien. Donc, voilà. Mais ça vous intéresse ou pas de faire partie du CA? Non? Il brise une coutume, il faut qu'on vote. Il faut voter, hein, de toute façon. Alors, la proposition peut être, on renouvelle le CA plus un membre nouveau. Hein, voilà. Oui, puisque on commence à ressembler à un club du troisième âge. Peut-être pas. Ah oui, ça pourrait être un bulletin secret, mais personne ne le demande. Parce que là, s'il faut faire ça, on déjeune pas. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à ces nominations du CA? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc, on va considérer que le CA est nommé à l'unanimité. On va faire une réunion pour parler de la constitution du bureau. Après, mais si ça intéresse d'autres personnes que du CA d'assister à cette réunion, on le fera donc après en fin d'après-midi. Hein. Alors, oui, on a bien un quart d'heure de retard.